Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Dirigeants, entrepreneurs, investisseurs, sportifs, chaque semaine j'échange avec celles et ceux qui façonnent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Mon objectif ? Vous apporter un éclairage unique sur cet écosystème à travers le récit d'experts et de leaders qui nous livrent leurs recettes secrètes, partagent leur boîte à outils et dévoilent leurs nouvelles idées. Vous découvrirez les stratégies et les innovations qui redéfinissent les règles du jeu et qui sont au cœur de notre activité de conseil. Car Dream Team, c'est aussi une agence d'accompagnement stratégique et opérationnel dotée d'un fort esprit entrepreneurial. Nous sommes au service des entreprises souhaitant une implication active pour explorer de nouvelles opportunités business et marketing. Le tout en s'appuyant sur de nouveaux outils pour maximiser l'efficacité opérationnelle du pilotage des projets. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport et de ses dynamiques économiques, politiques et culturelles, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. Si cette vision vous inspire, partagez Dream Team autour de vous et laissez une belle note sur votre plateforme préférée. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est l'un des grands patrons de l'écosystème sport business en France. Il a dirigé des boîtes qui sont parmi les plus prestigieuses du monde du sport et des médias notamment. Il me fait l'honneur aujourd'hui de venir au micro de Dream Team. Bonjour Cyril Linette. Bonjour. Merci infiniment d'être ici, d'être au micro de Dream Team. J'ai adoré préparer cet épisode. Ça commence bien. Non, en fait, il restitue assez bien ce que je veux faire vivre comme expérience auditive à mes auditeurs, c'est-à-dire revenir sur des récits d'entrepreneurs, de grands patrons qui ont du coup adressé différents marchés, qui ont rencontré différentes embûches, qui ont aussi développé différentes visions. Et ça, c'est un peu tout ce que j'aimerais qu'on traite un petit peu aujourd'hui. Alors en accéléré parce que le temps est une denrée rare. Mais en tout cas, je vais commencer par ma première question. La question traditionnelle, c'est comment on s'entraîne à devenir Cyril Linette ? Ah, c'est ça la question traditionnelle. Exactement. Elle est pas facile, mais c'est un entraînement quotidien. Alors je sais pas ce que c'est devenir Cyril Linette, hein, très honnêtement, c'est un peu abyssal comme question. Non, je pense que comme vous, j'ai la chance d'avoir été dans des univers qui m'ont passionné depuis toujours en fait, hein, depuis enfant. Voilà, quand vous commencez à travailler dans le sport, que les premières occupations de votre vie c'est de commenter des matchs de foot, et puis que vous vous développez dans ces univers-là. Franchement, je dis pas que il y a pas d'embûches, vous avez raison, il y en a, on y viendra peut-être, mais enfin, globalement, on devient Cyril Linette en faisant avant tout ce qu'on aime faire, et en le faisant dès le début, et en s'en écartant pas. Ouais, mais du coup, dès le début, ma question, c'est à quel moment t'as su que c'était l'écosystème dans lequel t'allais bosser? Est-ce que c'était un truc familial? Est-ce que tes parents, ils se projetaient dans ça pour toi? C'était non, quoi le déclic? Pas du tout familial. Je voulais être journaliste depuis ma plus tendre enfance, selon la formule consacrée, mais j'avais à l'époque deux domaines qui me passionnaient à l'époque de mes études, donc Sciences Po et autres, qui étaient le sport et singulièrement le foot et la politique. Ça aurait pu être la politique, ça aurait pu être journaliste politique. Il se trouve qu'à la sortie de l'école de journalisme, le premier job que l'école m'ait trouvé, qui était à Radio France Outre-mer, le rédacteur en chef, qui s'appelle Wallace Cotra, c'était un 1er juillet, m'a dit écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis l'un ou l'autre, et il m'a dit on est l'été, c'est mieux le sport parce que il va pas se passer grand-chose en politique, et en sport il y a plein de trucs à faire, et donc si tu prends une place en service des sports de RFO, tu vas bosser. Et j'ai commencé par des reportages sur Christian Carambeu et Antoine Comboiré, enfin voilà, de célèbres footballeurs issus de l'outre-mer. Et puis voilà, et chemin faisant, ça s'est fait comme ça. Ça aurait pu être effectivement la politique, c'était une autre passion. Ouais. Avec un ancrage, une assise éducative académique sur Sciences Po, où en effet c'est plutôt orienté vers... Non, oui, Sciences Po, oui, mais j'étais déjà fan de foot à l'époque, c'est sûr, mais Sciences Po c'était surtout pour me doter d'une solide formation générale et dans l'optique de décrocher derrière la meilleure école de journalisme possible, qui était l'EJ. Ouais. C'est-à-dire je n'ai pas fait Sciences Po en me disant je pourrais faire diplomate ou faire de l'économie ou non, c'était déjà très clairement dessiné. Donc, pour moi. Donc quand tu rentres à Sciences Po, tu sais très bien que tu vas être journaliste et tu vises l'ESJ. Il y avait pas de doute, c'était vraiment ça. Mais je me disais que le meilleur moyen d'atteindre à mon niveau et une école type ESJ ou CFJ à Paris, c'était d'en passer par un Sciences Po, et j'ai eu la chance d'avoir Sciences Po Paris, donc tout s'est plutôt bien déroulé pour moi. Ok. Donc tu disais première expérience
dans les Outre-mer, c'est ouais. ça? Enfin, à Paris, hein, pour Radio France Outre-mer, mais à Paris, ouais. Mais très vite Eurosport, du coup. Oui, très vite Eurosport, mais RFO, ça a duré 7 mois, de janvier 93 de juillet 93 à fin janvier 94, et le lendemain de mon dernier jour de CDD, de renouvelable à RFO, Eurosport m'a appelé parce que c'était le début des Jeux Olympiques de Lillehammer, en Norvège, donc février 94, et donc je suis voilà, 3 jours après la fin des RFO, je commençais à la pige à Eurosport. Ça s'est toujours passé quand même de manière assez c'est bien goupillé, chanceuse, voilà, on va dire. Ouais. Ok, et du coup bon, tu fais 2 ans à peu près à Eurosport à peu près, oui. et ensuite tu rentres chez Canal. Et là, c'est 12 ans chez Canal. Oui, alors même pendant Eurosport, j'ai commencé en fait à bosser pour Canal. J'avais croisé Thierry Gilardi déjà du temps de l'école à Lille sur un match à Grémont-Pré-Joris, c'était le stade de Lille à l'époque pour les plus jeunes. Et puis j'avais croisé Eric Bail, comme on dit. Grémont, voilà. Et j'avais croisé Eric Bail, donc le célèbre journaliste de rugby de Canal, qui est toujours un ami, qui lui venait donner des cours à l'ESJ. Donc j'avais dès l'école de journalisme tissé des liens avec les gens de Canal, et tout en étant très heureux à Eurosport, comme Canal avait le foot et voilà, et jour de foot, et c'était un peu tous ces débuts-là. Je faisais quelques piges de temps en temps. Le week-end, j'allais commenter un résumé de match au Stade Bauer à Saint-Ouen pour jour de foot, le petit résumé à la fin de jour de foot. Voilà, à l'époque c'était comme ça. Donc, et quand en 96 le service kiosque est apparu, c'est-à-dire en fait pour la première fois en 96, Canal s'est retrouvé à diffuser tous les matchs de Ligue 1. À l'époque, il y avait un match, 2 matchs, et puis il y a eu ce service mis en place en 96, qui existe aujourd'hui évidemment, qui est une évidence, mais enfin jusqu'en 96, tous les matchs n'étaient pas filmés, en tout cas pas retransmis en direct. En 96, ça a été le début. Du jour au lendemain, en début de saison, Canal a eu besoin de couvrir 10 matchs à la fois. Là, il y a eu un appel d'air pour un certain nombre de journalistes, dont moi. D'accord. Et donc 12 ans dans les fonctions. Et je peux en citer d'autres parce que ça parlera. David Berger, qui est arrivé le même jour que moi, qui est toujours commentateur à Canal. Jean-Charles Sabatier, qui est arrivé le même jour que moi, qui est commentateur ô combien apprécié de ses fans de la Bundesliga sur BeIN. Enfin voilà, toute une bande, beaucoup d'entre nous. Nathalie, c'est là un tout petit peu plus tard, mais c'est la même. Non, c'est beau. Ah non, il est beaucoup plus jeune que nous. Nathalie, c'est la même époque, mais Nathalie à l'époque, elle était à la rédaction, elle n'était pas au sport, elle est venue au sport un petit peu plus tard. Mais le jour de mon arrivée, sont arrivés aussi David Berger, Vincent Alix, qui aujourd'hui dirige Intérieur Sport à Canal, les reportages qui plaisent beaucoup, et Jean-Charles Sabatier. Voilà la bonne. Incroyable production Intérieur Sport, sans doute l'émission de sport la plus qui passionne le plus les fans de sport. Oui, exactement. Voilà, on est arrivés tous les 4 le même jour. D'accord, super. Bon, 12 ans de fonction purement éditoriale et journalistique. Purement journalistique, de commentaires, de matchs, de commentaires de Jeux Olympiques, de reportages, de présentations d'émissions, enfin tout ce qu'on peut faire quand on fait des journalismes à la télé. Et la direction, pas encore des sports, mais t'as pris la direction de la rédaction. De la rédaction. C'est le même mouvement que la direction des sports. En fait, c'est la rencontre avec Alexandre Bompard. Oui. Donc Alexandre Bompard, qui aujourd'hui patron de Carrefour. Voilà, je suis le patron de Carrefour. Grand patron européen. Voilà, Europa, la Fnac, Carrefour, Alexandre Bompard. Voilà, le top number one. Il pèse dans le game, comme voilà, Alexandre, moi j'ai eu longtemps comme patron des sports, j'ai eu Charles Bietri, et puis ensuite Michel Denisot pendant 7 ans. Oui. Et puis un jour, Alexandre Bompard remplace Michel Denisot à la tête des sports, parce que Canal investit beaucoup d'argent dans le foot, 600 millions, très clairement, c'était une prise de guerre très forte, et Alexandre, qui était le directeur de cabinet du PDG de l'époque, Bertrand Meilleux, Alexandre devient patron des sports, parce qu'en gros, l'argent devenant un moteur très important, le président va mettre un IGF. Il dit bon, là, ça va devenir sérieux. Donc Alexandre, il est déjà Alexandre, c'est-à-dire qu'il est déjà très très bon, mais bon, il aime le sport, il s'intéresse à tout, mais il n'a pas les codes d'un journaliste, d'un patron de rédaction, et donc il m'identifie assez vite comme étant un potentiel adjoint. Je lui dis d'abord non, parce qu'il s'agissait à l'inverse, d'arrêter de commenter, d'arrêter de faire de l'antenne, ce qui est un peu le Graal pour les journalistes. Et puis, comme il est relativement tenace, plutôt convaincant, en bout d'un an ou 2, ça s'est pas fait tout de suite, 2 ans, je pense, il réussit à me convaincre de lâcher l'antenne
pour diriger la rédaction. Et il n'est pas le seul à me convaincre, Bertrand Meheux, donc le grand patron. À l'époque, je traverse la Seine pour aller, parce que Canal était sur 2 bâtiments, et Bertrand Meheux me donne un conseil. C'est toujours important, les mentors, dans une vie professionnelle. Me donne un conseil très précieux. Il me dit, je vous interdis pas de continuer l'antenne. Et il me dit, mais je pense que vous ferez moins bien l'antenne parce que vous serez occupé par vos fonctions de manager. Donc vous serez moins satisfait de vous à l'antenne et vous serez pas complètement satisfait de vous dans le management parce que vous aurez du temps à passer à l'antenne. Donc finalement, vous serez pas content de vous. C'est évidemment un excellent conseil. Quand je suis sorti de son bureau, je me suis dit, il avait raison. Donc j'ai arrêté l'antenne. Alors là, je peux vous dire, Pierre, à l'incrédulité totale de l'ensemble de mes collègues copains, parce que je suis revenu dans le bureau et j'ai dit, bon ben voilà, c'était Stéphane Guy à l'époque, que d'autres, je pense beaucoup de gens connaissent, Stéphane qui était patron à l'époque de la rédaction, mais Stéphane il n'avait pas renoncé, il faisait les deux. C'était pas son truc en fait, le management, parce que Stéphane, on en rigole souvent ensemble encore aujourd'hui, et on y a vu Thierry Gilardi avant, que des gens qui avaient continué à faire les deux. Et moi je rentre et puis je dis à mes collègues, bon ben maintenant je suis votre chef, et du coup je commande plus, je fais plus d'antenne, la saison prochaine je fais plus rien. Personne ne m'a cru, ils m'ont tous dit, mais tu vas pas tenir et tout. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans la vie, il y a un moment où on est prêt pour faire les choses. En fait, j'ai été heureux tout de suite. C'est-à-dire que, je sais pas, je pourrais vous dire, en avril, j'espérais présenter Jour de foot. Et en août, en fait, j'étais dans l'oreillette d'Alexandre Ruiz, encore un nom qui va parler, pour lui, en tant que patron, pour l'aider dans sa présentation. Les gens me regardaient en disant, mais c'est pas possible, tu vas passer ton temps à expliquer, entre guillemets, expliquer, c'est un peu, mais à donner des conseils à Alexandre Ruiz. Je dis, bah oui, parce que c'est mon travail. Aujourd'hui, je suis patron de la rédaction, donc je suis là pour ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait directeur de la rédaction. Et dans la vie, parfois, il y a des aspirations qui s'accélèrent, voilà, de manière un peu surprenante. 1 an après une bonne année, je pense, de patron de la rédaction du foot, Alexandre est parti à Europe 1 et il a fallu le remplacer à la tête des sports et finalement avec mon année de management j'étais assez légitime donc ils m'ont nommé. Alors qu'est-ce que Bertrand Meheux et Alex Bompard ont détecté chez toi? Puisque du coup ils se sont pas trompés sur la suite du parcours. Je pense 2 choses, peut-être un niveau de réflexion. Alexandre appréciait beaucoup le fait que j'étais créatif, que j'avais beaucoup d'idées, d'émissions, y compris quand j'étais journaliste. J'ai créé Les Spécialistes, qui est une émission. Voilà, j'ai proposé pas mal de choses. Donc il voyait que j'étais assez créatif et puis que je comprenais les enjeux, à la fois les enjeux financiers, enfin les enjeux globaux d'un groupe. Donc peut-être effectivement capacité à réfléchir un peu au-delà peut-être de simplement ma propre activité. Et je pense que Bertrand, mais il y a vu une forme de leadership, un côté peut-être modernhomme, que finalement, quand j'étais commentateur, je déployais déjà, parce que quand vous allez commenter un match, bah vous êtes un peu le patron, vous avez le réalisateur, vous avez votre consultant, vous avez l'homme de terrain, vous avez les gens dans le car, tout le monde travaille pour vous, vous êtes un peu le chef d'orchestre, et c'est vrai que c'est déjà une forme de management quand même, que de mettre en place un direct pour que celui-ci, on ne se rend pas compte quand on est devant la télé, mais c'est une énorme machine derrière pour que celui-ci aille au bout. Donc voilà, je pense qu'ils ont perçu ces 2 qualités-là et ça s'est fait. Bon après, j'étais pas parfait, il a fallu apprendre beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Je peux te demander de rapprocher un petit peu ton micro. Ouais, super. Bien sûr. Et du coup, moi, j'avais une question qui me taraudait, c'est dans ta boîte à outils qui t'a servi à diriger les belles boîtes que t'as dirigées par la suite. Est-ce qu'il y a des outils que tu as développé au cours de cette carrière de journaliste ou au cœur de cette carrière éditoriale qui t'ont servi même en tant que grand patron? Oui, d'abord quand même la connaissance du terrain. Je pense qu'un patron, il y a des patrons de tout un tas de styles, mais un patron qui a fait le même travail que celui de ses équipes, c'est quand même un atout. Donc c'est quand même diriger des journalistes et puis après diriger, parce que la direction des sports de Canal ça va au-delà des journalistes, mais diriger une entité sport quand on a connu finalement le terrain, c'est un vrai atout. Et je pense que l'autre atout aussi, c'est, est-ce que c'est lié au métier de journaliste? Oui, c'est une forme d'aisance dans la communication. Et ça fera partie d'ailleurs des propositions de Fellow Company. Je pense qu'un patron, là encore, tous les patrons n'ont pas cette qualité, c'est pas toujours facile, mais le leadership d'un patron, il s'exerce souvent par ses qualités de communicant. Et ça, pour le coup, je les ai toujours eues. Oui. Ça m'a beaucoup servi parce que voilà, je suis capable entre guillemets de retourner un peu les équipes quand ça va pas bien. Je suis capable de bien expliciter à un conseil d'administration un résultat qui est pas tout à fait conforme aux attentes. Voilà, je sais vendre les choses dans le bon sens du terme, et ça vient probablement de ma première carrière. Ok. J'avais mis un petit, quand j'ai préparé, je me suis dit, bon, on va parler en première partie de cette carrière journalistique, et puis je vais mettre la direction des sports de Canal dans la deuxième partie, qui est la partie les années de patron, puis de grand patron. Tu m'excuseras, c'est pas, mais, clairement, quand on occupe ce poste de directeur des sports, tu l'as dit toi-même, au moment où il y a des investissements massifs sur le sport, sur le foot,
sur la Formule 1 parce que tu ne gérais pas que le foot, tu gérais c'est les plus sports. tard la Formule 1. Ouais. Mais grosso modo, t'as un budget. Bon, c'est pas toi qui je sais pas si t'es dans les négos d'achat des droits. Enfin, à quel moment Pas au tout début, c'est arrivé en cours de route. Pas au tout début, ils ont pas voulu me mettre tout de suite. Et donc au départ, c'était partagé, ce qui était assez logique, et puis c'est venu après. Ok. Mais du coup. Du coup, t'as une énorme équipe, t'as du management, tu l'as dit, tu t'es épanoui dans le management, t'as créé des nouveaux formats, en tout cas, t'avais cet aspect créatif. C'est quoi d'autre d'être directeur des sports, quand tu compares à un poste de CEO ou de DG, c'est un poste, c'est un patron de business unit et puis basta, ou comment tu le définirais? C'est un patron de business unit, comme tu dis, comme dans beaucoup d'entreprises, avec quand même un pouvoir d'incarnation peut-être un peu plus important, parce que c'est la télé, parce que c'est le sport, parce que c'est Canal aussi. Parce que c'est Canal, donc il y a quand même la négociation de droits, ça vient petit à petit, il y a la relation. Canal a un peu perdu d'ailleurs aujourd'hui, mais bon après il y a pas de, mais il y a la relation avec le monde du foot qui est très importante. Donc je dirais que c'est un patron de business unit avec une visibilité et un rôle presque politique affirmé, beaucoup plus affirmé. Et c'est ce qui fait penser effectivement à un vrai poste de CEO, parce que quand on est dans un poste de CEO, de DG, on a effectivement l'incarnation, on a la relation avec les pouvoirs publics, on a tout ça. Donc déjà patron des sports, c'est vrai qu'on peut dire c'est un mini poste de DG. Même si clairement vous n'êtes pas le patron de la boutique, ça c'est sûr, de l'entreprise. Mais oui, je pense que c'est un peu au-delà d'un poste classique, d'un département classique. Et le job, tu l'apprends sur le tas, tu deviens le patron de tes anciens collègues, camarades. C'est très bien passé. Le fait, honnêtement, je pense qu'il y en a pas un qui dira le contraire. Évidemment, il y en a avec qui c'est bien passé et d'autres. Mais franchement, je pense que si on faisait un sondage, j'aurais pas forcément la plus grande popularité dans toutes les étapes de ma vie professionnelle, hein. Parce qu'il y a des choses, c'est normal. Alors, sur ce switch-là, oui, parce que le fait d'arrêter l'antenne et de dire maintenant, entre guillemets, je me mets à votre service, parce que c'est aussi, être patron, c'est aussi être au service de ses équipes. Ça m'a vraiment permis de marquer des points. Et puis après, ce qui a énormément, qui m'a fait marquer énormément de points à Canal, dans les équipes et dans le management, c'est la création du Canal Football Club, qui est quand même, pour le coup, là, que je peux m'attribuer à 200%, puisque, en fait, Canal, c'est au moment où je suis pas encore patron des sports, je suis patron de la rédaction, donc c'est une discussion qui se fait avec Alexandre Bompard, qui est encore présent. Canal, c'est un nouveau tour de droit. Canal, cette fois-ci, perd pas mal de matchs, qui vont chez Orange. Et donc, Canal, la mission qu'Alexandre m'assigne et Bertrand Méheux, c'est de dire, il faut que tu t'arrives à nous démontrer à l'abonné que même s'il a plus tous les matchs, Canal reste quand même le leader. Et donc, on avait hérité d'un nouveau lot le dimanche. À l'époque, le lot était prévu pour être une sorte de jour de foot, donc une émission encryptée le dimanche à 17h. Et là, pour le coup, je propose à Alexandre, à Bertrand et à Rodolphe Belmer, qui était le patron des programmes, extraordinaire lui aussi, puissance intellectuelle, remarquable. Enfin, de toute façon, les trois là, honnêtement, j'ai une bonne école. Franchement, je saurais pas, même pas les. Tu mettrais Maxime Saada dans ce lot? Maxime, j'avais moins c'est venu après. Maxime, j'avais moins de relations. Il était à la distribution. C'est beaucoup plus tard. Je l'ai croisé comme quelqu'un de très sympathique, plutôt de la partie commerce. Il était moins dans la partie édition. Donc les trois, oui. Et donc j'envoie à Alexandre et à Rodolphe un mail pour leur dire, moi, je pense que la supériorité du foot, elle passe par le fait de faire une émission qui soit pas en clair, qui soit pas encryptée, mais en clair, une émission qui soit pas dans les codes Canal, très expertise, résumé, très propre et tout, mais qui soit plus un show. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait 90 Minuti, je crois, en Italie. Je me demande pardon pour mon italien. Enfin, une émission comme ça en public. Je regardais ça quand je faisais les buts italiens pour l'équipe du dimanche. Je me disais c'est quand même sympa le foot comme ça, avec du public qui applaudit, machin. Et puis il y avait eu la Ligue des Champions de TF1 avec Roger Zabel, Pascal Pro qui m'en avait parlé d'ailleurs en me disant Canal, vous êtes trop sage, faut faire des choses. Et donc je dis voilà, si on veut affirmer la supériorité, il faut faire une émission qui soit pas dans les codes de Canal foot, qui soit plus dans les codes du Grand Journal, qui à l'époque était la grande émission claire de la semaine. Il faut faire le Grand Journal le week-end sur le foot, juste avant le match, qui sera le grand match du dimanche soir. Ça va faire une soirée énorme et ça va en plus booster le match du dimanche. Et là, honnêtement, ça a été un coup de maître parce que l'émission est montée jusqu'à plus de 2 millions de téléspectateurs. La première année, il y avait Vicente Lizarazu, enfin il y avait du très beau monde en plateau. Je trouvais
qu'on avait tous les codes de l'émission d'humeur, mais pas complètement les protagonistes, et je prends la décision, alors là, on va me hurler dessus, mais de que faire j'assume venir de faire venir Pierre Ménès. Ouais. Là, c'est une vraie décision de patron, parce que, vous voyez, c'est un bon exemple, parce que je suis à peu près tout seul, quand même, à avoir cette idée-là. Si je discute autour de moi, dans mon équipe, ils ont tous à me dire, oh là, il n'est pas du tout canal. Et c'est là aussi bien d'avoir des grands patrons. Je vais voir Rodolphe Belmer, on en discute pendant 2 mois, hein, parce qu'au départ, Rodolphe, il voulait Eric Nolot. Ça n'a rien à voir, quand même. Ouais. Pendant 2 mois, on discute, je lui dis, il faut prendre Pierre, il va amener un truc dans l'émission. Et au bout de 2 mois, je finis par convaincre Rodolphe. Et je me souviens très bien, hein, je dis à Rodolphe, bon, ben, ok, on y va, mais t'es d'accord. Et si ça marche pas, et il me dit, si ça marche pas, de toute façon, on l'a décidé tous les deux. Hein, à partir du moment où je suis ok, ben, bien sûr. À partir du moment où je suis ok avec toi, ça marche pas, on l'aura décidé tous les deux. Donc, on y va. Donc, on prend Pierre. Et honnêtement, après Pierre, il est ce qu'il est. Et puis la vie lui a fait traverser des épreuves qui l'ont un peu changé, malheureusement pour lui. Mais à l'époque, il amène à l'émission de l'humeur, enfin des vannes, du relief. Voilà. Et tout de suite, là, la 2e année du Canal Football Club, l'émission décolle vraiment. Ouais. Et là, c'est Hervé Matou dès le départ? Oui, c'est Hervé tout de suite. Ouais. Et le match Hervé Matou-Pierre Ménès, il a bien marché dès le départ? C'était pas, non, c'était, alors, pour les gens qui n'avaient pas très envie que Pierre arrive, il y avait Hervé, parce qu'Hervé, il aime bien les émissions cadrées. Il aime bien que ce soit il est toujours comme ça. Il aime bien que ce soit ordonné. Chacun parle à son tour. Non, mais il aime, en plus, il aime bien que c'est clair, il aime bien les choses rangées. Et moi, évidemment, les consignes que je donnais à Pierre, c'était l'écoute pas du tout, rentre-lui, enfin, prends la parole, coupe-lui la parole, fous le bordel, quoi. Donc, pour Hervé, c'était pas facile, hein. D'autant que quand vous êtes présentateur, vous êtes responsable des propos qui sont tenus sur le plateau. Donc, vous entendez l'oreillette qui vous parle, le prochain sujet, le timing, et puis il faut quand même surveiller ce que dit Pierre, parce que si Pierre est d'une énormité, vous êtes obligé quand même en tant que présentateur, ça lui arrive parfois, un peu de cadrer. Donc, pour Hervé, c'est difficile, une personnalité comme Pierre. Quand on lui met en plus Dugarry, parce qu'à l'époque, c'était, c'est vrai que c'était, voilà, 2 clients. Mais, voilà. Donc pour Hervé n'était pas le plus fan, mais il a rapidement compris évidemment et que c'était une très bonne idée. Et ensuite il a fait remarquablement son travail de présentateur. Donc tu vois, tu viens clairement donner une petite dose d'entertainment, de polémique un petit peu dans le traitement du football de Canal, qui était en effet plutôt sur une posture orthodoxe d'expertise. Charles Bétry. C'est super, hein, parce que de journalisme orthodoxe. Super, bien sûr. Orthodoxe et même inside. Charles, quoi, vraiment Charles Bétry, la culture des coulisses, enfin tout ce que Charles a pu apporter d'extraordinaire dans le traitement du foot. Et moi j'ai adoré la manière dont tu as raconté ça, parce que en fait t'as pointé le fait qu'il y ait une crise avec un nouveau concurrent Orange qui fait que la suprématie de Canal s'amoindrit, donc hop, petite culbute créative et on dit mais qu'est-ce qu'on fait du coup pour maintenir du leadership, et donc ça se transforme en nouveau, enfin chez vous dans l'entertainment, les médias, en nouveau format, en nouvelle émission. Et ça c'est déjà une culbute d'entrepreneur ou de gros patron. Fake it until you make it, hein, donc fais semblant, on prétend le faire avant de le faire vraiment. À l'époque on prétend avoir les meilleurs du foot, c'est plus tout à fait le cas, mais en fait en créant cette soirée du dimanche pivot avec l'émission à 19h et le match à 21h, on reprend la main. Donc parfois c'est bien d'être challengé. Complètement. C'est toujours bien. Et qu'est-ce que tu as trouvé du coup de plus challenging dans cette fonction, ou de En fait, souvent, je me pose la question de qu'est-ce que tu as trouvé difficile, compliqué. L'arrivée de Bean. Franchement, l'arrivée de Bean, c'est ça le plus challenging, parce que Bean arrive, ça suscite quand même une surprise d'abord totale, hein, de la part de mes grands patrons, que je vénérais. Donc, je me disais, mais il peut rien leur arriver. Et là, je vois quand même, parce que c'est la vie, hein, qu'à un moment donné, ce truc-là, il le voit pas arriver. Rodolphe a une idée de génie, il réussit à nous sauver la Ligue des Champions en allant piquer le match de TF1. Donc on perd la Ligue des Champions, sauf le premier match. Encore dans la série Résilience, c'est bien d'avoir des gens très costauds. Hein. Bertrand tape sur Bean, se bat auprès des pouvoirs publics, il fait son travail de président. Enfin, c'est quand même une grosse surprise. Il nous pique des journalistes. Moi, j'en avais tous les jours un dans mon bureau qui venaient, Darren Tulette, Christophe Josse, Grégoire Margoton, je me demandais, Nathalie Anetta, je sais pas. Enfin, c'était tous les jours. Hein. Et puis ils avaient l'attrait de la nouveauté. Donc là, je me suis retrouvé dans une position défensive que j'ai pas forcément d'ailleurs toujours très bien gérée, hein, parce qu'on apprend, puis on n'est pas toujours très bon, puis on est un peu vexé. Donc oui, ça a été vraiment challenging, l'arrivée de Bein, le fait de se faire dépouiller d'un certain nombre de droits et d'un certain nombre de journalistes. Franchement, ça t'a pas, on s'en remet toujours. Mais enfin, ça a été quand même le début pour Canal. Il faut bien le reconnaître, avec 10 ans de recul. Ça a été le début d'une nouvelle ère. Canal s'est d'abord retrouvé en but avec l'ensemble de ses plateformes et nouveaux acteurs digitaux. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est réorganisé, entre guillemets, en les distribuant, c'est-à-dire en se positionnant comme un acteur central qui distribue l'ensemble. Mais ça, il fallait pas forcément, enfin, à l'époque,
c'était pas si simple à imaginer. Hein, c'était clairement le moment le plus difficile pour moi. Hein. Ouais, bien sûr. Comment ça s'arrête cette aventure de patron des sports de Canal? Qu'est-ce qui fait que ça? Parce que je suis démarché par la famille Amaury pour diriger l'équipe et que Bertrand Méheux est tout fâché. Ça, heureusement, ça ne dure jamais. Surtout quand on est loyal, il comprend que j'ai envie d'une direction générale pour le coup et qu'à Canal, voilà, les places sont prises par des gens. Maxime est arrivé, par des gens extrêmement performants. On n'a pas parlé de Rodolphe Belmer qui était le patron de Relsat après, de Telsat. Il est parti, ouais. Non, mais il est parti. Alors Bertrand, Rodolphe, ils sont partis après. C'est l'arrivée de Vincent Bolloré. Moi, ça se fait un peu avant. Ouais. Tout le monde est encore là, mais je vois bien que voilà, les places au plus haut niveau sont prises, que les gens sont très bons. Maxime arrive, voilà. Donc bon, et l'équipe me propose un job de directeur général. Bertrand me dit mais c'est tout petit l'équipe par rapport à Canal. Et Bertrand, ok, mais là je vais être DG en fait. Ouais. Et donc moi j'ai envie de voir ça, hein, d'avoir voilà la relation directe avec l'actionnaire, et donc je quitte Canal pour l'équipe. Et quand ils viennent te chercher, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qui c'est quoi la feuille de route qui te propose? Ils sont pas trop de feuilles de route à l'époque pour être clair. Et d'ailleurs, souvent, on surestime beaucoup le degré de feuille de route qu'on attribue à un DG. Parce que les actionnaires, finalement, c'est normal, hein. Ils savent pas forcément où ils veulent aller. Non. Ouais. En tout cas, Marie-Odile Amaury, sa famille, ils savent où ils ne veulent pas aller. Ils sont extrêmement forts dans le défensif. L'équipe s'est toujours magnifiquement défendue et a tenu ses positions. Mais quand j'arrive autour de Marie-Odile, il y a des gens qui me disent faut arrêter le journal pour le faire à 100% sur l'iPad. Qu'à l'époque, il y a des formules comme ça. Il y a quelques journaux nord-américains qui arrêtent complètement leur formule papier pour devenir un espèce de faux journal sur iPad. Il y a des gens qui disent faut arrêter la télé parce qu'elle perd 20 millions. Enfin, honnêtement, le groupe est quand même perd beaucoup d'argent. Le directeur général précédent, François Morinière, est parti longtemps avant moi. Il y a eu quasiment un an de vacances, de latence. Donc c'est évidemment, il y avait plus de patron. François avait obtenu la licence sur la TNT, donc c'était un super move pour le groupe. Mais la chaîne perdait beaucoup d'argent. Donc voilà. Et c'est marrant parce que les équipes, elles ont à ce moment-là un projet dans les cartons, qui est le changement de format du journal. Elles l'ont depuis 8 ans et ils sont motivés à bloc la rédaction pour le faire, dont Fabrice Jouot, le patron de la rédaction, qui est excellent. Donc ils sont tous motivés, mais il y a une rédaction qui veut changer le format du journal. Il y a un ancien patron qui a réussi à amener la chaîne sur la TNT, donc il y a tout pour réussir. Mais le groupe perd de l'argent et l'actionnaire, il entend des conseillers dire faut arrêter le journal, faut arrêter la télé. Bon, moi j'ai dit voilà, non. Donc la feuille de route, c'est il faut décider. Donc moi j'ai dit on va pas du tout arrêter le journal et la télé. Le journal, on va appuyer sur le bouton comme le suggère la rédaction et changer de format parce que ce sera une innovation. Et puis la télé, on va revoir le modèle parce que c'est super d'avoir une fréquence, mais le modèle est pas bon. On va passer à une chaîne avec moins peut-être d'infos sportives type Infosport ou l'équipe TV d'avant, mais un peu plus de droit, de live pour que les gens la regardent plus massivement, parce qu'on préfère toujours regarder un live de biathlon qu'un énième journal de sport filmé. Et donc on lance toutes ces réformes. Et ça prend tout de suite et très vite. Voilà, j'ai eu vraiment de la chance. Mais il y avait des choses qui étaient dans les cartons. Mais simplement, quand on arrive, c'est plus simple d'appuyer sur les boutons. Parce que vous êtes tout neuf et il faut le faire tout de suite, en fait. Si vous attendez d'avoir 1 an, 2 ans dans la maison avec un actionnaire familial, il s'habitue à vous. Votre parole, c'est comme les gouvernements, quoi. La parole, elle se démonétise un peu. Ouais. Quand vous arrivez, vous dites, attendez, là, le tabloïd, on m'a montré les numéros 0, c'est super, Marie-Odile, il faut y aller. Et puis bien sûr, elle connaît très bien ses produits. Elle est très hands-on comme ça. Elle décide comme ça. Elle connaît très bien ses produits. Elle a un DG qui dit faut y aller. On discute avec la régie publicitaire et on y va. Quant à la télé, encore une fois, je dis mais vous avez une fréquence grâce à votre équipe précédente, c'est formidable. Il faut s'en servir pour faire une chaîne de télé qui va marcher, qui va faire de l'audience et de la pub et on change le modèle. Donc l'équipe, ça a franchement. Alors après, il y a des vicissitudes à l'équipe parce que il faut changer les organisations. Donc il y a des départs. Enfin, la presse, c'est des milieux quand même. La presse écrite, c'est quand même une attrition globale du marché au profit du digital, donc il y a des choses à changer. La chaîne de télé, quand on passe d'une chaîne qui fait de l'info sportive à une chaîne de droit, pour être très clair, vous avez besoin de 3 fois moins de monde. Donc il y a des décisions sociales à prendre. Donc je dis pas que tout ça, mais ça fait partie aussi de mon travail. Il n'y a pas que la créativité et le marketing, il y a aussi des décisions managériales dures. C'est pour ça qu'on peut pas être non plus
que populaire. Bien sûr. Mais je crois malgré tout que les décisions qui ont été prises, même si certains ont pu en être victimes, bien entendu, étaient les bonnes pour la bonne marche de l'entreprise. Le groupe est revenu à l'équilibre quand même, l'équipe en 3 ans, alors que c'était loin d'être le cas. Et je pense qu'on l'a remis, on l'a remis sur des rails par des choses qui avaient déjà été, qui existaient déjà du management précédent, qu'il fallait simplement pouvoir appuyer. Ouais. Et du coup, en plus cette croissance, en tout cas ce retour vers l'équilibre, la renta, elle a été aussi portée par le succès de la télé et de l'équipe TV. Absolument. Et donc c'est aussi peut-être parce qu'ils ont senti en toi l'homme de télé. Oui, non mais qu'elle est portée. Oui. En fait, c'était quoi le rationnel chez Mario Odile et compagnie de venir te chercher toi, chez directeur des sports de Canal? Je pense, oui. Il y avait quand même la télé. On perd beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il y avait, t'as été journaliste toi-même, tu dois pouvoir savoir leur parler. Même si évidemment, alors tiens, je voudrais être pour nos auditeurs très clair, parce que pendant 3 ans, on m'a bassiné parce que on trouvait que j'étais méchant avec le PSG, que tiens, on est ici pas loin, on est pas loin des Princes, ou que j'étais méchant avec tel truc et machin et tout. Je n'ai évidemment jamais à l'équipe jamais décidé du moindre contenu ou d'une moindre une. C'est intéressant de l'expliquer peut-être à nos auditeurs. Un directeur général dans un média n'est pas le directeur de la rédaction, même s'il a fait lui-même du journalisme. Et certainement pas à l'équipe. Mais non, le directeur de la rédaction, que j'ai nommé, qui est Jérôme Casadieu, c'est un garçon de grand talent, mais avec du tempérament, n'est pas homme à discuter avec son directeur. Enfin, au besoin, il me prévient. Oui, alors Cyril, il est 23h. Il est je t'appelle pour te dire que demain, c'est sa phrase en plus. Je t'appelle pour te dire que demain, tu vas recevoir 1 ou 2 coups de fil, parce que la une qu'on va faire va pas plaire à Jean-Michel Aulas ou Nasser ou je ne sais qui. Bon, merci Jérôme. Écoute, très bien. Bonne nuit. À demain. Voilà. C'est ça la vie d'un patron. Donc, il faut trouver effectivement un deal avec la rédaction pour être au courant. Il faut trouver évidemment des astuces marketing. Il faut travailler avec la régie publicitaire. Mais la rédaction est souveraine. Hein. Ça, c'est la vie. Et franchement, c'est quand même le lot de la plupart des directeurs généraux dans la presse. Hein. Tu l'as un petit peu dit, parce que j'avais une question, c'était de quoi t'es le plus fier sur ces 3 années passées à l'équipe? T'as commencé à dire que vous êtes repassé à l'équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour lesquels t'es particulièrement fier? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs que t'aurais mieux fait a posteriori? Je crois que ce que j'aurais toujours pu mieux faire, mais c'est vrai à l'équipe, comme c'est vrai à Canal, comme c'est encore plus vrai au PMU, je pense que là où moi je suis très cash dans mes propos, et ça fait ma force, mais parfois ça peut aussi être perçu comme peut-être de la brutalité ou peut-être une volonté d'aller un peu vite. Donc je pense qu'on peut toujours dans les transformations, c'est un peu l'un des points. Quand vous voulez transformer une entreprise, il faut souffler le vent du changement, mais il faut aussi comprendre que la culture de l'entreprise, elle a aussi une forme de temporalité. Donc, à chaque fois, c'est plutôt sur la forme que je me dis là, bon, tes convictions, elles étaient bonnes, sur le fond, t'as eu raison, mais t'aurais peut-être pu tourner les choses un peu différemment, éviter tel type de propos, prendre un peu plus de temps, prendre 6 mois de plus. Vous voyez, c'est plutôt sur ces éléments-là qu'il y a toujours des regrets. Parce que sur le fond, non, sur le fond, je pense que vraiment à l'équipe, on a développé les abonnements digitaux, on a tout ramené sur la même marque, l'équipe. Avant, il y avait l'équipe.fr, il y avait l'équipe 21, on a voulu tout appeler l'équipe pour donner en marketing une cohérence de marque. Voilà, donc ça a bien marché. Je pense honnêtement que sur le plan des choix marketing et de business de l'entreprise, on a fait un sans faute. Sur le quotidien, les gens et tout, on peut toujours faire mieux et j'aurais pu faire nettement mieux, indiscutablement. Mais ce que tu décris, c'est des signaux qui sont extrêmement durs à capter parce que ils sont imperceptibles. Enfin, arriver à absorber la culture pour savoir que c'est le bon moment ou pas le bon moment. Mais tu sais qu'à posteriori, tu peux jamais le savoir à l'instant T. Ou alors t'as une intuition folle, tu suis tes intuitions. Mais en avance de phase, on peut parler 2 minutes du PMU. Pendant ma première année au PMU, les syndicats du PMU n'ont pas arrêté de me dire que le climat dans l'entreprise était très anxiogène, que les gens s'inquiétaient parce que j'arrivais avec un style nouveau, que je changeais un peu tout le comité de direction, que je changeais la stratégie, qu'il y avait pas mal de souffrances. Moi, je les ai pris comme, mais comme des syndicalistes un peu normaux, c'est-à-dire des gens qui, c'est leur rôle, font du théâtre et exagèrent énormément les choses. À l'équipe, j'en avais quelques-uns qui, dans la série exagérée pour une cloison qu'on déplace, il y en a quand même pas mal. Je me suis dit bon, ils me font. Et sincèrement, j'avais pas forcément autant peut-être d'antennes dans le PMU que je pouvais en avoir à l'équipe où je connaissais des gens un peu directement. Au bout d'1 an, ils ont fait une enquête sur le bien-être des salariés dans l'entreprise et il s'avère que ce que les syndicats disaient était quand même
alors peut-être pas aussi apocalyptique que ce qu'il racontait, Ouais. mais était quand même assez partagé. Et là, il a fallu, au bout d'un an, remettre en place énormément de choses, changer à nouveau quelques personnes dans le comité de direction, changer mon propre style, mettre en place un certain nombre d'éléments de communication interne et autres pour mieux traiter les gens. Donc, la culture d'une entreprise, on dit toujours, je crois que c'est culture, it's strategy for breakfast. La culture d'entreprise, elle domine toujours. C'est un peu le truc qui change en dernier, et c'est souvent le truc auquel on prête pas attention. Ouais. Or là encore, ce sera l'un des leviers du Fellow Company, de The Fellow Company. C'est un élément qu'il faut comprendre. Il est moins palpable que le reste, mais je pense qu'il faut le respecter. Ouais. Là encore, je pense qu'au PMU, j'aurais dû prêter un peu plus attention à ça. Moi, je trouve ça passionnant, ce sujet, parce que mettre des antennes pour humer la culture ambiante et le climat social, professionnel, etc. Il y en a qui sont des grands patrons. T'as cité Bertrand Meut, t'as cité Rodolphe Belmer, etc. Qu'est-ce qui fait qu'eux sont des grands patrons et tu les mets à Alexandre Bompard? Est-ce que parce qu'ils ont une capacité, ils ont des antennes naturelles, et ils ont une intuition naturelle qui fait que quand ils drivent une entreprise, peut-être qu'ils s'en sortent un peu mieux que les autres, et c'est pour ça que c'est des très grands patrons? Ou est-ce que c'est des gens qui ont factorisé, rationalisé pour justement avoir ces antennes? Est-ce que il y a un côté un petit peu magie, sixième sens, tu vois, sixième sens, intuition. Alors déjà, dans ce que tu as dit, je ne ferai pas le classement, même si on est entre nous, entre les trois, parce qu'il y en a dans les trois. Les trois sont absolument fabuleux, mais en management, là tu parles de management, ils sont pas tous. Non, je mets pas Bertrand Meut dans cette famille. Non, mais parce que il y a des gens, mais voilà, ils sont pas exactement les mêmes styles de manager. Ouais. Donc moi, mon modèle de management, c'est Bertrand, effectivement, parce que c'est aussi avec lui que j'ai travaillé le plus, hein. Vraiment. Et franchement, je lui dois énormément à lui aussi. Je sais pas s'ils ont en tout cas, Bertrand me dit toujours, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'intuition et qui est très sensible aussi à la chance. Il me dit toujours, quand on est bon, on a de la chance. Les bons patrons sont des patrons qui ont de la chance. Ils retombent sur leur pied, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des éléments un peu comme ça, impalpables, un peu irrationnels, qu'ils ont aussi tous les trois probablement développés dans leur culture de management. Ouais, je crois. Ok. C'est quoi les grands défis de l'équipe selon toi? Aujourd'hui, je pense que c'est de continuer à comment on pourrait dire ça. Grosse acquisition de droits ces derniers temps. Ils ont poursuivi. Je trouve qu'ils sont repassés à l'offensive ces derniers temps, et notamment sur la télé, ils sont repartis. Alors je pense qu'ils ont souffert avec le Covid et donc la trésorerie. C'est un groupe familial. Ils sont pas non plus immensément riches. C'est pas Bernard Arnault, hein, donc c'est un groupe, voilà. Donc non, mais c'est vrai. Donc je pense qu'ils ont un petit peu souffert du Covid. Là, ils sont repartis à l'offensive. Je pense le grand défi de l'équipe, c'est de ne pas être trop sur la défensive et de continuer à promouvoir de l'innovation, télé, digital, peut-être service aux marques, parce que c'est une marque fabuleuse. Donc je parle pas du travail des journalistes, là, je parle plutôt du brand, enfin des choses, parce que voilà, c'est une marque qui plaît beaucoup. Donc il y a probablement des choses à faire de ce côté-là pour continuer d'exister, faire briller cette marque formidable en conservant son ADN qui est sa rédaction, mais en continuant de la développer. Et dans un groupe familial qui a des moyens mais qui n'a pas effectivement une fortune considérable, la difficulté c'est toujours ça, c'est toujours sortir d'une logique purement défensive pour aller investir. Donc c'est le défi qui je vais dire, se pose à tous les dirigeants de l'équipe que d'aller convaincre l'actionnaire à ce niveau-là. Mais Marie-Odile, je l'ai vu encore il y a pas longtemps, elle a 85 ou 86 Mais c'est sa fille et son fils maintenant qui tiennent les cordons, non? Non. Elle est encore là? Ses enfants, Aurore et Jean-Étienne, sont évidemment là, mais elle est là tous les jours. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'imagine un peu comme Jérôme Sédou chez Pathé, c'est-à-dire que je l'ai vu, moi j'ai déjeuné avec elle. C'est peut-être la plus au courant et la plus lucide sur tout ce que fait le journal, ce qui va pas. Non, il est incroyable. Incroyable. Impressionnant. Bon, tu quittes l'équipe. Quel contexte aussi de ce départ, et tu rejoins une autre belle marque, incroyable marque du patrimoine français, à savoir le PMU. On va en parler, mais qu'est-ce qui fait que tu... Bertrand Meut. Encore lui? Oui. Les Bretons, faut se méfier. Oui, non, mais j'avais Bertrand, mais je lui donnais quelques nouvelles après son départ de Canal.
comme toujours, hein, les grands patrons se retrouvent un petit peu seuls. Je l'ai vécu. Il y a récemment, c'est pas évident. Tous les membres de l'équipe sont pas toujours fidèles. Enfin, la loyauté, c'est vrai. Hein, quand on a managé des gens, on est parfois un peu surpris du jour au lendemain de les voir disparaître de votre vie. Ça lui est arrivé. Je crois que ça arrive à tous les patrons, mais pas moi. Alors que j'avais pas une relation quotidienne avec lui, j'ai toujours raconté ce que je faisais. On parlait de l'équipe. Bon, il me disait, vous j'y arriverez jamais avec votre chaîne. Enfin, Bertrand, quoi. Mais on avait gardé le contact. Et un jour, il me dit, mais c'est super l'équipe, mais moi, je pourrais vous proposer un job pour un groupe plus puissant, avec plus de moyens, dans lequel vous auriez peut-être des commandes encore plus affirmées par rapport à l'actionnariat familial, qui est le PMU. Je pourrais prendre moi un poste de président du conseil non opérationnel, parce que j'ai plus du tout envie, et il l'a démontré, il a été très respectueux de ce deal. J'ai plus du tout envie de m'occuper du quotidien, mais je veillerai sur vous, je ferai en sorte que voilà, vous soyez bien guidés. Et si ça vous intéresse, il y a du développement, il y a des choses à faire, c'est une boîte dont les résultats peuvent être améliorés. Bon, voilà, je me lance. Et ça me dit aussi, ça vous sort un peu du secteur sport et médias, c'est un peu plus large, c'est de la distribution, du marketing. Beaucoup plus de métiers. Voilà, beaucoup plus de métiers, c'est différent. Donc il me dit, voilà, ça peut aussi vous propulser vers d'autres postes de management. Voilà, donc je me lance. Et du coup, le PMU, l'actionnariat du PMU, c'est quoi? Et est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu les métiers du PMU? Parce que alors, historiquement, voilà. Le métier du PMU, n'est pas du tout d'organiser en fait, la filière hippique, c'est-à-dire quand même en France, entre 60 et 80 000 emplois, est financée uniquement par le résultat, le produit des courses hippiques. Les courses hippiques organisées toute la journée. Il y en a 40 par jour en France, 10 à 15 000 par an. Il y en a tout le temps. Ces courses-là génèrent de l'argent et cet argent est redistribué à la filière pour qu'elle vive. Donc, c'est les éleveurs de chevaux, et puis tous les métiers autour du cheval. Le métier du PMU, c'est de collecter cet argent. Parce qu'en fait, l'argent généré par les courses hippiques, c'est très peu la billetterie, très peu le sponsoring, à part le Qatar pour l'Arc de Triomphe, pas du tout les droits télé, puisque plus personne finalement n'achète les courses hippiques, ça existait à l'époque, mais plus du tout. C'est à 99% les paris. Et donc, à 97%, dans ces 99%, le PMU qui est au monopole sur les points de vente et largement leader sur Internet. Donc en fait, le rôle du PMU, c'est de financer par le biais de courses organisées par les sociétés de courses, sur lequel lui, il organise une gamme de paris, c'est de financer cette filière. Donc les métiers du PMU, c'est pas d'organiser des courses, c'est de mettre en place en marketing une gamme de paris efficace, avec tout ce que ça suppose, taux de retour joueur, mécanique de paris pour faire jouer les gens et les faire rejouer. C'est de mettre en place une informatique surpuissante, parce qu'il y a des paris forcément tout le temps. Je crois que le PMU représente à lui tout seul l'équivalent de 2/3 des opérations bancaires de cash en France. C'est colossal. C'est colossal. Voilà, c'est colossal. C'est des milliers d'opérations dans les minutes qui précèdent la course. Et troisième élément, c'est toute la partie distribution, c'est-à-dire d'organiser la vente des paris, notamment dans son réseau de distribution, avec 13 000 points de vente dans toute la France où les gens se retrouvent et jouent. Donc c'est une boîte formidable qui a tout sauf la partie, c'est pour ça que c'est différent de ce que je faisais avant, qui a tout sauf la partie sportive. La partie sportive, l'organisation des courses n'est pas du tout à la main du PMU. C'est une collaboration avec les sociétés de courses, mais le rôle du PMU, c'est de faire entre guillemets le plus d'argent pour tout ça, autour de tout ça, pour redistribuer à la filière. Donc tout ça pour te dire que il y a plein de métiers vraiment très puissants. Il y a aussi de l'international et il y a aussi évidemment, un peu comme la ligue de foot, on pourrait un peu comparer, il y a un rôle aussi là encore très politique. Parce qu'il faut aller expliquer à la filière pourquoi telle année elle va gagner moins que prévu. Il faut aller lui dire que les courses ont moins bien marché, parce qu'on s'est trompé sur tel pari. Parce que donc c'est un milieu très rugueux, parce que les gens, c'est leur gagne-pain pour certains. Avec une situation quasi monopolistique. Voilà, alors non, mais pour les gens notamment du milieu du trot, c'est leur gagne-pain, ils sont éleveurs, et ils ont besoin de l'argent du PMU pour continuer à élever des chevaux. Pour le milieu du galop, c'est plutôt des propriétaires un peu plus financièrement plus à l'aise, mais ils veulent pas perdre trop d'argent comme avec leur passion, parce que ça coûte cher d'entretenir un cheval de course. Donc en fait, ils sont sans arrêt
à demander au PMU de faire mieux en fait. Globalement, ils sont sans arrêt quand même en train de dire au PMU, franchement, vous y prenez comme des manches, vous pourriez faire beaucoup mieux. Si je résume. Bon, en réalité, ça s'est très bien passé. Voilà, moi j'ai une bonne qualité de communication. On a mis en place une stratégie qui a fonctionné. Je pense que la filière a suivi. On a traversé les Covid et ainsi de suite. Et globalement, là encore, je pense que les résultats ont été au rendez-vous. Et c'est pour raconter cet écosystème dans lequel j'ai oublié, il y a aussi l'État. Oui, parce qu'évidemment, le ministère de l'Agriculture veille à ce que la filière agricole du cheval soit bien financée, donc à ce que le PMU travaille bien, et le ministère des comptes publics veille à ce que le PMU soit un bon contributeur fiscal, parce que c'est important les rentrées d'argent, et veille aussi, parce que c'est une injonction contradictoire permanente, à ce que le PMU fasse du jeu responsable, c'est-à-dire qu'il fasse beaucoup d'argent sans pas inciter trop les gens à jouer. Ouais. Donc ça aussi, c'est un peu comme la FDJ dont l'État est actionnaire, mais par contre t'as Paris en Sport qui appartient à la FDJ et c'est l'Argel, enfin l'autorité nationale des jeux. Mais c'est vraiment compliqué parce que dans la même réunion, le gars de Bercy il va te dire pourquoi t'as pas fait assez sur le quintet. Et après, il va dire, ah là, mais cette pub-là, elle donne trop envie de jouer au quintet. Oui, mais enfin, là, tu m'as dit il y a 5 minutes que on gagnait pas assez sur le quintet. Ah oui, mais il faut faire attention à pas inciter trop les gens à jouer. Voilà. C'est pour ça que c'est passionnant. Parce que c'est vraiment marrant, parce que la filière, l'État, les métiers de l'IT, le développement du e-commerce, tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment passionnant. Mais du coup, aussi, ok, tu disais quasi monopolistique sur les paris hippiques, mais vous êtes diversifié sur d'autres choses que du hippique sur le PMU en termes de paris. Et puis surtout, il y a d'autres opérateurs qui sont venus aussi faire du pari. Alors il y a des concurrents, il y a des concurrents sur Internet, ce qui est super, hein. Mais je pense à The Turf notamment. Voilà, oui, c'est le plus gros. Mais pour donner quand même des proportions, 85% des paris hippiques en France c'est en point de vente. 15% c'était 10 avant le Covid, hein, mais à peu près 15%, j'ai pas les derniers chiffres, mais 15% c'est sur le e-commerce. Et à l'intérieur de ces 15%, le PMU pèse les 3/4. Donc en gros, on peut dire que 95 à 96% du pari hippique en France, c'est le PMU. The Turf pèse 2%. C'est le plus gros concurrent, mais c'est le plus gros concurrent sur le marché du digital qui est petit. C'est super d'avoir des concurrents. C'est très bien. C'est stimulant pour le PMU, mais le PMU est quand même largement dominant. Alors pour revenir sur ton propos, oui, mais un peu comme à l'équipe, j'avais finalement recentré sur les médias. La télé, le journal, on va faire mieux, on va y revenir et on va essayer d'améliorer. Au PMU, on est revenu sur le pari hippique et moi j'ai plutôt sous-investi en fait la partie paris sportif et poker, parce que autant le PMU est archi leader sur le pari hippique, autant sur le poker et le pari sportif, qui sont des disciplines très concurrentielles, le PMU, avec ses soucis de financement de la filière, n'avait pas pour moi les moyens de vraiment exister. C'est Philippe Germont, qui était un grand patron du PMU il y a une dizaine d'années, un peu plus, qui avait lancé le PMU sur les paris sportifs et le poker, ce qui je pense était une très bonne idée au moment de l'ouverture des paris en ligne. Simplement les investissements du PMU après son départ, c'est un milieu un peu rugueux comme je l'ai dit, après son départ un peu précipité, les investissements n'ont pas suivi. Et moi quand je suis arrivé, les parts de marché sur le pari sportif et le poker étaient vraiment en baisse et j'ai dit on va se recentrer sur le pari hippique, c'est là qu'est en fait l'activité du PMU, c'est là qu'est la marque PMU, c'est là qu'elle est attendue, on va se focaliser là-dessus, on va relancer. Et c'est ce qu'on a. Donc on s'est recentré. Moi je crois beaucoup à ça, hein, se recentrer. Je dis souvent pour vous réinventer, commencez par vous recentrer. Commencez d'abord par revenir à vos fondamentaux. Où sont vraiment vos clients? Pourquoi ils vous attendent? PMU, c'est incroyable ce nom PMU. Ça désigne un nom, ça désigne un lieu. Enfin, on peut pas faire plus clair, quoi. C'est quoi le PMU? C'est un endroit où on joue au pari hippique. Enfin, c'est limpide, encore plus limpide peut-être que l'équipe et Canal, qui pourtant sont des marques aussi très patrimoniales. Donc, je crois que c'est ce qu'il fallait faire et ça a marché puisqu'on a relancé les enjeux hippiques. Fortement, cette année, le PMU, j'en suis très fier, même si j'y suis plus, va réaliser sa meilleure année en termes de résultats donc pour la filière depuis un peu plus de 10 ans. Après quand même, avant mon arrivée, 5-6 années de baisse consécutive. Donc franchement, c'est l'aboutissement de 4 ans de travail pour une bonne partie des équipes. C'est un super résultat. Et ça on l'a fait par le recentrage. D'accord. Est-ce que c'est à cause de Bertrand Menet que tu t'en vas? Du PMU? Non, Bertrand, il est parti assez vite. Il a fait 1 an et demi avec moi. À l'origine, Bertrand était venu parce que l'idée était de, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais un peu fusionner les sociétés de course et le PMU. Tout ça est quand même un peu compliqué et pas très aligné. Bertrand était venu et puis quand il s'est aperçu en fait qu'il n'y avait pas de volonté partagée
entre les sociétés mères qui s'estiment leader en fait sur cet univers et le PMU, et que l'État, après avoir dit un peu le contraire, honnêtement n'allait pas forcément pousser à cette transformation, Bertrand est parti assez vite. Donc je me suis retrouvé tout seul. J'ai eu un nouveau président non exécutif que je salue, qui est Philippe Augier, qui est le maire de Deauville, voilà, qui est quelqu'un qui connaît très bien le monde des courses, qui a fait 20 à Deauville, c'est la ville du cheval, voilà, et qui m'a accompagné. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose sur le fait que je dirigeais l'entreprise. Non, ça n'a rien à voir avec Bertrand. Bertrand était parti depuis longtemps. Donc des accords avec l'actionnaire sur un élément de stratégie. Il n'y a pas d'actionnaire parce que le PMU n'a pas de capital. C'est un groupement d'intérêts économiques. Il n'y a pas de capital puisque tout ce que le PMU gagne repart à la filière directement. C'est des administrateurs. Oui, c'est un désaccord profond. Je dirais essentiellement avec un administrateur qui est arrivé en cours de route et qui dès le départ de toute façon avait décidé que ça lui plaisait pas que je sois là. Et puis après il y a eu des désaccords de fond, des désaccords stratégiques, et puis pour moi la cerise sur le gâteau, c'était effectivement l'achat d'un immeuble qui est intervenu de manière assez précipitée, dans lequel on m'a expliqué que le PMU allait être locataire et financerait finalement cette acquisition par un bail de 13 ans à des conditions non négociables. J'ai considéré qu'il y avait conflit d'intérêts, et pour moi l'intérêt était quand même, mon job était de défendre l'intérêt du PMU, donc j'ai pas voulu signer. Donc là, voilà. Départ. Exactement. Bon, fini les grosses boîtes, fini les gros postes de direction, et welcome to the Free Company. Donc ça, c'est dans ce que je disais un petit peu en intro, c'est un peu une sédimentation de plein d'années, mais pourquoi tu veux plus poursuivre ce job de gros patron, de grand patron, de grosse boîte? Parce que je me laissais une chance de ce que tu viens de dire, d'exercer cette sédimentation, c'est-à-dire cet apprentissage successif avec les erreurs dont on a parlé, les coups qu'on peut prendre, pour quelque chose que je créerais de mes mains. Tu connais l'entrepreneuriat, c'est quand même assez exaltant de me dire pour l'instant, de vrais salariés à Tefelo Company, il y en a un, c'est moi, même si je travaille déjà, parce que là j'officialise, mais ça fait quelques mois que je fais ça. J'ai quelques collègues que je connais bien qui font des missions, qui participent à des missions pour moi. Mais enfin, globalement, on démarre quand même de rien. Et de me dire, mettre en place tout ce que j'ai appris sur le fond et tout ce que j'ai appris en management et exercer mon leadership au service de la constitution de quelque chose que j'inventerais de mes propres mains, me semble un élément intéressant. Finalement, j'ai fait 13-14 ans de journalisme. Comme je te le disais, je suis passé au management du jour au lendemain. Pourquoi pas, pas de la même manière, du jour au lendemain, quelque part, passer effectivement du management de grosses boîtes, très constitué, avec un conseil d'administration, des équipes, des grosses marques, à quelque chose que je puisse façonner un peu à ma manière. Mais la route est longue, je sais pas ce que ça va donner, on n'est pas à l'abri de réussir, mais enfin c'est quand même pas sûr. Donc voilà, ça me tente beaucoup d'officier de mes propres mains, et en plus, alors très franchement, pour l'avoir vu en tant que patron, dans ce monde du conseil où il y a des très grosses boîtes et de l'accompagnement, je pense qu'il y a des choses à faire. Sur le sport entertainment en particulier, ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire. Donc on a dit l'équipe, on a dit Canal, on a dit le PMU, et puis on a dit rencontre avec des grands patrons. C'est quoi les invariants que tu as identifiés de ces 25-30 années dans la réussite à ces postes de grande direction? Est-ce qu'il y a des invariants? Des points communs entre le bon sens. Ouais, non mais c'est évident. Le bon sens paysan. Non mais j'allais te dire le bon sens. Ouais. Je vais reprendre l'exemple de Bertrand parce que c'est lui que j'ai vu le plus officier en tant que patron dans son bureau. Après c'est moi qui l'ai été, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais Bertrand je l'ai vu faire. Bertrand, mais eux, c'est ce que j'ai essayé de faire, et d'ailleurs c'est une qualité qu'il a reconnue chez moi, qu'il a détecté chez moi. Bertrand, c'est quelqu'un qui avait la capacité à s'entourer de gens meilleurs que lui sur leur domaine, de manière extrêmement claire. Aucun problème pour lui à prendre un Rodolphe plus fort que lui sur les programmes, à prendre un Alexandre sur le sport. C'est quand même des gens de ce niveau-là, aucun problème. Et de réunir collégialement les gens, de les écouter, et puis au bout après avoir fait le tour, de prendre une position et de dire voilà, merci pour les uns et les autres pour votre recommandation, on va faire comme ça, avec une forme de bon sens très pragmatique, considérant pas qu'il avait raison contre tout le monde ou qu'il avait raison avant d'avoir écouté, mais une capacité à prendre une capacité de synthèse, voilà.
Donc pour moi c'est ça un patron, c'est recruter les meilleurs autour de soi, toujours recruter les meilleurs, les gens qui vont vous challenger, les écouter vous challenger, et puis à un moment prendre une position, parce qu'il y en a qu'un qui peut décider. C'est pas collégial, une entreprise, c'est pas un call-cause, il y en a qu'un qui décide. Ah bah il y a son conseil d'administration, mais il y en a qu'un qui décide. Et voilà. Et au PMU j'avais une super équipe, c'est ma grande fierté. Et aussi un peu ma déception, parce que du coup j'ai un peu perdu le lien, mais j'avais une super équipe, mais une super équipe, c'était le PSG. Hein. C'est-à-dire que c'est plus dur à manager quand vous avez, c'était ça dans mon équipe, quand vous avez Neymar, Messi, Mbappé dans votre équipe, parce qu'il y a un peu d'ego. Et c'était ça, hein, le quotidien du PMU, franchement. Mais enfin bon, c'est quand même super de bosser avec des gens de grande qualité. C'est facile de gagner la Ligue 1 avec. Oui, qui viennent vous voir le lundi avec un nombre de points pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et ça vous oblige à être bien réveillé. Donc moi, les patrons qui réussissent sont les patrons qui s'entourent de gens de grande qualité et qui ont confiance en leur bon sens et en leur leadership pour prendre la bonne décision au milieu de tout ça. Super. Ce changement là, du coup cette tentation, c'est pas une tentation, c'est plus qu'une tentation, hein, c'est une action déjà, un projet qui est bien présent. Et t'as commencé à le dire, c'est que on en a besoin de cet accompagnement des grands dirigeants, notamment dans la verticale du sport et de l'entertainment. Pourquoi ça serait le parent pauvre dans le monde du conseil? Parce que je pense que c'est des milieux où il faut concilier la raison et la passion, peut-être plus qu'ailleurs, les milieux créatifs. Comment, je veux dire, on n'en est pas loin. Le rapport du PSG entre sa base populaire et l'énorme machine marketing que c'est devenu. Il y a qui dans le stade? Les ultras d'Auteuil et tous les gens. Moi, je suis abonné. Hein, et tous les gens de tous les pays. J'habite à côté du Parc des Princes. Enfin, les gens de tous les pays visitent le parc ou vont à la boutique toute la journée. Comment concilier cette machine marketing internationale extraordinaire et la base populaire du club? C'est pas simple. Comment pour des médias, on en parlait, développer de l'offre de services aux marques tout en maintenant l'indépendance des journalistes, qui est quand même l'identité profonde d'un média. Si les journalistes sont au service des marques, il y a quand même un problème dans ce qu'ils vont raconter. Il y a tout ça en fait. Comment, c'est pas vraiment l'objet de l'émission de la compagnie, mais comment faire en sorte que les créatifs dans le cinéma soient assez libres de créer ce qu'ils veulent, mais fassent quand même un peu des films que les gens vont aller voir, parce que sinon il y a un petit problème de financement. Je trouve que cet univers-là, il est passionnant pour ça. Il faut concilier le rationnel et l'irrationnel. Il faut développer des nouveaux business, il faut respecter son identité. Quand on parle de fans, les supporters de foot, ça les rend dingues. Pour eux, c'est un terme américain, la fan experience. Enfin, ils ont l'impression qu'on leur vend un truc qui a rien à voir. Est-ce que le jeune président de l'OM, il fait rêver, il est formidable, il fait rêver ses supporters. Il achète 15 joueurs, il est en train de faire une super équipe. Mais est-ce qu'au final, Franck McCourt se dira pas dans un an ou deux, ouh là là, ça m'a un peu échappé financièrement. J'en sais rien, je lui souhaite pas. Mais lui, c'est clair qu'il est passionné. Longoria, il est très bon, donc il est complètement dans cet écosystème du foot où on fait des transferts, on bâtit la meilleure équipe. Mais le grand actionnaire, est-ce qu'il s'y retrouvera? Je leur souhaite, ça faudra que Marseille ait réussi, mais voilà, c'est tous ces choix-là qui doivent être faits. Je trouve que les clubs de foot, pour parler d'eux, investissent énormément dans les joueurs, évidemment le capital sportif, et ils sous-investissent en fait le marketing, la billetterie, le merchandising, tous ces éléments-là, c'est pas forcément des endroits où ils mettent beaucoup d'argent. De même que je te disais, les médias sont très phagocytés, très polarisés autour de leur rédaction et ont mis beaucoup de temps à se nourrir ou à créer des vraies équipes marketing et autres. Donc, c'est d'essayer en fait de donner du conseil, des conseils et de l'accompagnement, parce que l'idée de ce Fellow Company, c'est aussi de pas simplement de donner des guidelines, c'est de détacher des gens que je superviserai, que je connais, pour pouvoir implanter un certain nombre de... Pour conduire le changement. Voilà, pour conduire le changement ou implanter un projet dans une entreprise. Pourquoi? Parce que je trouve que le conseil est souvent un peu perché, un peu loin de ces enjeux pour ce que je viens de te dire, mais aussi parce que souvent il te laisse une 150 slides très bien construite, et puis toi je l'ai eu au PMU, hein. Tu te retrouves avec ça, tu dis mais c'est super, mais comment je vais faire en fait pour implanter ça dans mes équipes, parce que ça va pas leur parler du tout. Et donc c'est de dire, et je vise pas le conseil de The Fellow Company, il faut être humble, je vise pas d'aller conseiller TF1 ou le PSG, hein, mais je pense qu'il y a énormément de petits clubs dans le foot, en Ligue 2, dans d'autres sports, d'institutions sportives, de médias purement digitaux qui cherchent à s'installer, ou plutôt des médias qui sont en transformation, des médias traditionnels qui cherchent à se digitaliser. Je pense qu'il y a une gamme, peut-être un tout petit peu de second rang, qui est pas forcément adressée, et qu'un conseil opérationnel, stratégique et opérationnel
peut accompagner. Ouais. Et le dernier point fort quand même de The Philo Company, je crois, c'est d'être dirigé par on en a parlé, un dirigeant. Et il n'y a pas mieux, je pense, qu'un dirigeant pour se mettre à la place de son homologue. Je crois. Ouais, bien sûr. Que voilà. Et donc moi, mon idée, c'est de dire, on va gérer un cadre de mission. Je vais vous détacher des gens pour mettre en place ce cadre de mission. Et la partie one-to-one, leadership du dirigeant, ça c'est moi qui vais le faire. C'est un truc. C'est pour ça que t'aimes bien le mot boutique quand tu parles de oui, Philo Company, parce que quand tu rentres dans la boutique, en effet, t'es en face de ton client. Voilà. Donc stratégie opérationnelle, communication et leadership. Et moi, la partie leadership, je me la réserve parce que c'est un truc qui se fait un dirigeant d'entreprise n'a aucune envie que toute son entreprise sache que il a quelqu'un qui l'aide sur son. Enfin, c'est des choses un peu intimes. Ça se travaille. Et voilà. Et je fais ça déjà depuis décembre parce que en fait, je travaille pour un client. Un groupe, je ne vais pas citer son nom parce que j'en ai pas parlé, mais un groupe de presse professionnelle, un entrepreneur qui a construit son groupe depuis 30 ans, qui m'a appelé en décembre après avoir vu mon licenciement sur LinkedIn et qui m'a dit voilà, je suis perdu un petit peu dans ma transformation, j'ai racheté un groupe, il y a des cultures qui se font pas, je sais pas comment faire et tout, et je l'ai aidé, et en 8 mois, je pense qu'il a repris confiance en lui, il s'est remis un peu son entreprise dans sa poche, je lui ai construit un comité de direction, on a recruté des gens. Là, je pars 2 jours à Metz avec eux. On va faire le comité de direction de rentrée. On va dîner tous ensemble. C'est que des gens que j'ai recrutés avec lui. Donc, je suis très content d'avoir mis en place cette petite équipe très sympa. Et là, aujourd'hui, voilà, on a mis ça sur les rails. Et là, ça a été vraiment un job. On discute de ta stratégie. Je t'aide sur ta relation à l'entreprise. Et on construit une équipe de direction pour que tu puisses te déployer. J'ai aimé faire ça. J'ai aimé être en retrait, qui était quand même pas forcément inné chez moi. Et puis ça m'a aussi fait connaître un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est une petite boîte qui est pas du tout de la taille des boîtes que j'ai dirigées. Donc j'étais vraiment avec lui sur ces enjeux concrets. Comment je vais rembourser mon PGE, ma trésorerie. Voilà, on voit ça de très près. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Et surtout, faut pas sous-estimer la solitude du dirigeant. Exactement. Mais totalement. Et de l'entrepreneur. Et totalement. C'est tellement précieux. Totalement. Alors du dirigeant d'entreprise comme j'ai été complètement, mais alors de l'entrepreneur, oui, bien sûr, plus encore. Parce que moi, le nombre de fois dans mon bureau au PMU, je me disais, je suis tout seul, ils sont tous très occupés, j'avais toute confiance, mais je me disais là, j'aimerais bien échanger pour tel et tel truc parce que j'ai un doute. Mais quand on est entrepreneur, lui, je le vois, pas forcément. Il n'en avait pas, maintenant il en a un, j'espère que. Mais moi, je le vois des fois le lundi, il m'appelle parce qu'il a regardé son état de trésorerie pendant le week-end et je vois bien qu'il a stressé tout seul. Décomposé. Il a stressé tout seul sur sa trésorerie. Voilà. Donc je vois ça. Donc je pense qu'il y a un truc à faire. Voilà. Super. Les petites questions de la fin qui sont un peu des questions qui sont celles de la fin. D'accord. Qu'est-ce qui te rend optimiste et pessimiste sur cet écosystème sport qui te passionne, qui nous passionne? C'est une question un peu vaste, mais... Ouais, sur le sport, optimiste, la passion. Pessimiste, la passion. La même chose, en fait. Optimiste, parce que c'est voilà, je pensais à Longoria, voilà, il faut des présidents comme ça. Et on sait quand même, voilà. Et puis pessimiste parce que de temps en temps, comme je dis, le curseur il est mis un peu trop loin sur l'émotion, sur l'émotion, et donc il faut ramener un petit peu un principe de réalité. C'est vraiment une question de balance. Optimiste parce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent au sport français, notamment au foot français, énormément d'investisseurs. Pessimiste parce que souvent je les trouve loin du sujet. Et j'ai quand même l'impression qu'ils viennent pour d'autres raisons en fait que diriger un club de foot. Moi, je crois à l'essence des entreprises. Un média, c'est un média. Il n'a pas d'autre objet en fait. Il peut évoluer, se digitaliser, mais s'il commence à faire autre chose que média, il est mort. Un club de foot, c'est un club de foot en fait. Il n'est pas là pour vendre du vin aux Chinois. Il n'a pas d'autre fonction en fait que d'être un club de foot. Donc de donner de l'émotion, de gagner des matchs, de générer si possible un résultat à peu près à l'équilibre. Voilà. Ok. Tu l'as un petit peu dit, c'est la question sur les rencontres déterminantes dans une trajectoire. Tu as beaucoup parlé de Bertrand Méheux. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 autres personnes qui ont été déterminantes, dont la rencontre a été significative dans ta construction? Là, je les ai cités. Bertrand, oui. Alexandre Bompard, oui. Parce qu'Alexandre, à chaque fois que je change de poste, je l'appelle. Je l'appelle pas tous les 15 jours, mais je prends toujours son avis. Et lui m'a donné un conseil très précieux. Il m'a toujours dit, change de poste et éventuellement change de poste ou de secteur, mais pas les deux en même temps.
Donc par exemple, quand je suis passé à DG de l'équipe, il m'a dit DG de l'équipe c'est bien parce que c'est ton premier poste de DG, mais c'est rassurant parce que c'est un univers que tu connais. Quand je suis allé au PMU, il m'a dit c'est bien parce que c'est un univers complètement différent, mais tu as déjà été DG. Donc là, si j'en ai discuté, tu deviens entrepreneur, sois plutôt entrepreneur dans un univers que tu connais. Parce que si je deviens entrepreneur dans l'industrie, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Lui, quand il a fait le saut européen à la Fnac, il a peut-être un peu souffert. Non, il était déjà DG. Ah, il était déjà DG, c'est vrai. Il a fait DG. Ah ouais, c'est vrai, il a suivi. Et hop, alors pour lui, comme pour Bertrand, comme pour moi, quand on est DG, on peut être DG de n'importe quoi. Moi, je crois. Ouais, bien sûr. C'est une question, encore une fois, de leadership. Alors, en France, c'est pas trop perçu comme ça, Les cabinets de recrutement, sont très sectoriels. On est très expertise. Moi, je crois plus au leadership. Donc, Alexandre et Bertrand sont de ce mouvement-là. Donc, Bertrand, Alexandre Bompard, Rodolphe Belmer, j'ai cité parce que quand je m'occupais du foot, du Canal Football Club, Rodolphe, c'est pas un grand fan de foot, mais on avait des discussions le lundi pendant 2 heures où il rentrait dans le détail des émissions. Je me disais, mais c'est pas possible, il connaît mieux que moi. Il rentrait à un niveau de détail et de précision sur l'équilibre d'une émission, alors que c'était pas son métier d'origine, il était consultant à l'origine, McKinsey, formidable. Donc je peux pas ne pas citer Michel Denisot, que j'ai eu 7 ans comme patron, qui m'appelait le Hugo quand je parlais trop à l'antenne en me disant, faut que tu passes plus souvent le ballon, tu parles trop. Charles Vitry au tout début, parce que je l'ai connu un peu moins longtemps. Charles, je le connais très bien, mais en tant que patron des sports, c'était quand même une figure immense. Dominique Mignon, alors là, ça parlera pas à grand monde, mais parce qu'il m'a donné mes 2 premiers jobs quand même. Il m'a embauché à Eurosport et à Canal quand même. J'en ai pas eu 36, donc Dominique Mignon. Voilà, Mario Dilamori, on a super. Dernière question. Qui t'aimerais entendre dans un podcast comme ça, comme celui-ci? Plein de monde, mais j'en cite un. En fait, c'est la question piège, c'est avec qui tu vas me mettre en relation. Ah oui. Non, mais qui mais pas forcément, il y en a qui m'ont dit Zidane, mais je me dis ça va être un peu dur, mais c'est pas grave. Pourquoi pas le jeune président de l'Estac, le club de Troyes. Ah ouais. Je trouve qu'il a un bon profil, Émeric Laine, parce qu'il vient de chez Disney. Donc il est typiquement quelqu'un qui vient de l'entertainment et qui vient essayer de mettre une logique de l'entertainment à un club comme Troyes. C'est quand même le club Troyes, c'est l'Andouillette, c'est la ville provinciale par excellence. Et je trouve qu'Émeric, très très bonne idée. Il a moins de 40 ans. Le peu d'échanges que j'ai eu avec lui, il a du tempérament. C'est un bon client. Il est très cash. À mon avis, ça serait un bon parcours. Merci infiniment, Cyril. Merci, Pierre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.